Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir Belkacem, Charlotte et Cyril. On va tous se présenter. On va tous se présenter dans un instant. Là, je vois le nombre de participants qui monte gentiment. Et pour vous faire patienter, je vais vous faire travailler. Je parle au public, pas aux intervenants. Les intervenants, ils vont essayer de travailler comme ça ce soir. Hein. Je vais vous envoyer un petit sondage. Alors, hop, publier le sondage pour savoir un petit peu à qui on parle ce soir. Hop. À qui on parle, qu'on puisse voir un petit peu. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ouah, ça y est, je suis déjà perdu dans le chat. Alors, je donne tout de suite une première info qui sera un peu une consigne pour ce soir. En bas à droite, visiblement, tout le monde l'a déjà bien trouvé. Il y a le chat. Et juste à côté, vous avez un petit onglet questions. Si vous avez des questions que vous voulez poser, et bien n'hésitez pas à le faire dans l'onglet questions, parce que dans le chat, vous le voyez, ça va super vite. Et en fait, honnêtement, je vais pas réussir à suivre moi. Donc voilà. Alors, je suis en train de voir les résultats qui arrivent déjà. Je sais pas si vous pouvez les voir, Belkacem, Charlotte et Cyril, dans l'onglet sondage, où j'ai demandé le type d'association qui était là ce soir. Je vois pas les résultats, moi. Ah, effectivement, on n'a pas les résultats, on a la possibilité de répondre, mais pas les résultats. Et bah, si vous répondez autre, après ça vous donne les résultats. C'est un peu fait bizarrement, mais pour l'instant, c'est les associations sportives qui sont en tête, mais à égalité avec la culture et loisirs qui vient de repasser devant. Ensuite, on a des assos caritatives, médico-sociales, environnementales, étudiantes, défense animale. Une seule asso de défense animale ce soir. Très bien, 138 votes, merci beaucoup. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Précision, handicap et éducation, association politique. Si pour répondre à bonsoir, c'est bonsoir, en effet. Nickel. Eh ben, écoutez, modélisme ferroviaire. Belkacem, Charlotte, Cyril, je vous avais pas menti quand j'avais dit qu'on aurait vraiment de tous les types d'assauts. Mais dans l'ensemble, tu vois, dans l'ensemble, culture et loisirs, associations sportives et après autres, caritatives, etc. Pour nous, c'est super utile parce qu'en fait, ça nous permet de savoir un petit peu quels exemples on va pouvoir vous donner ou quelles situations vous allez le plus rencontrer. Donc voilà, ça va aider Cyril et Belkacem à vous donner des exemples les plus utiles possibles pour vous. Ben, on va pouvoir démarrer maintenant. Je vois que ça se stabilise un peu. On est quasiment 300 en ligne. Vous étiez plus de 900 inscrits ce soir. Donc merci beaucoup à toutes et à tous. Hop, je laisse le chat s'en aller. C'est bon. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. On a un objectif qui est assez simple dit comme ça, mais qui en réalité n'est pas tant que ça. C'est de rendre la réglementation cyber et en particulier le sujet du RGPD moins abstrait et moins complexe qu'il n'en a l'air. Et pour ça, eh bien, ce soir, on a plusieurs intervenants. Moi-même, Antoine, d'AssoConnect. Je ne sais pas si y a des personnes qui ont déjà été à certains webinaires AssoConnect ce soir, mais bon, si c'est le cas, alors vous me connaissez déjà un petit peu. Et il y a aussi pas mal de personnes qui viennent via la newsletter d'AssoConnect. Je vous mets le lien si jamais vous voulez vous abonner à la newsletter. Hop. Parce que je crois qu'il y a énormément de personnes qui se sont inscrites par ce biais. Donc dans le chat, là, je vous mets le lien. Donc Antoine, AssoConnect, je m'occupe du contenu, je rédige les articles, je m'occupe des webinaires, je fais aussi de la vidéo. Et chez AssoConnect, qui est un outil à destination des associations pour les aider dans leur gestion, la gestion des adhésions, recevoir du paiement, recevoir des dons, leur comptabilité, etc., etc. Et ce soir, c'est pas du tout moi la star, ce soir les 3 personnes avec moi. Je ne fais qu'accueillir, et il y aura donc Cyril, Belkacem et Charlotte. Je vous laisse vous présenter. Bien, bonsoir à tous. Cyril Chauvel, je suis consultant en cyberconformité pour la société Advance. Advance, c'est c'est le leader européen, indépendant et souverain en matière de cybersécurité. On est présent à peu près partout en France, Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, en Espagne, en Italie, en Allemagne, ainsi qu'au Québec et même à Tahiti. Notre mission, c'est de protéger les organisations publiques et privées qui dépendent toujours plus du numérique et qui exposent toujours plus leurs ressources face à des attaquants qui sont toujours plus professionnels. C'est une mission qui nous guide et nous anime au quotidien, mais elle ne nous soucie pas.
Ce qui caractérise cette société-là, Advance, c'est notre performance financière dont on se sert, qui nous permet de soutenir et d'accélérer des projets à impact au travers notamment, entre autres, du fonds de dotation Advance for People on Planet. Alors, pour ma part, du coup, c'est Belkacem. Du coup, je travaille en tant que consultant cybersécurité. Donc, je travaille pour une entreprise de consulting qui s'appelle Devoteam. On est effectivement présent un peu partout en Europe, beaucoup en France, dans les grandes villes. Et l'intérêt, et ça a été mené vraiment comme ça, c'est de favoriser justement le déploiement de la cybersécurité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis là pour vous exposer certains éléments assez intéressants. Bonsoir à toutes et à tous. De mon côté, c'est Charlotte. Donc, je suis salariée dans l'association Latitude, mais aujourd'hui, je suis là en tant que coordinatrice du programme Cyber for Good. Donc, on peut changer de slide. Donc, assez rapidement, Cyber for Good a été créé avec nos partenaires, donc Sherit et Advance for People and Planet. Et notre objectif, c'est de vous accompagner sur vos sujets de cybersécurité, donc à la fois à travers du contenu et des formats d'accompagnement qu'on vous présentera un petit peu plus en détail à la fin de ce webinaire, mais on peut déjà vous mettre dans le chat les différents liens pour vous renseigner sur Cyber for Good et pour faire des demandes de rencontres. Voilà, donc vraiment, c'est en 3 étapes. Donc le premier, c'est le webinaire de sensibilisation, comme ce soir. Ensuite, on vous propose de faire des rencontres d'1 heure avec des spécialistes de cybersécurité. Et c'est possible après d'avoir un accompagnement plus long. Donc, en fonction de vos divers sujets, il ne faut surtout pas hésiter à nous contacter. Merci beaucoup à tous les 3. Je précise tout de suite, j'anticipe certaines questions. Il y aura pas mal d'informations qui vont être données ce soir. On sait que c'est dur de tout suivre. Donc, il y a le replay de cet événement qui vous sera envoyé automatiquement dès que l'événement sera terminé. Vous recevrez ça par email. Et dans le même mail, vous aurez un lien avec la présentation au format PDF. Donc, vous inquiétez pas si vous n'arrivez pas à tout suivre. C'est pas grave, vous pourrez revoir ça calmement par la suite. Et il y aura ces différents liens aussi qui vous seront envoyés. Donc voilà, pas de panique si ça va un petit peu vite. On a pas mal de sujets à traiter, mais vous aurez le temps de voir ça. Très bien, en programme ce soir, donc on va déjà vous présenter l'ensemble de la réglementation, mais très rapidement européenne, qui est foisonnante, avec un petit focus sur 2 réglementations en particulier et le RGPD. Pour passer au RGPD en question, et plus particulièrement adapté aux associations, et puis on aura pour terminer une bonne dizaine de minutes pour répondre à vos questions. On en avait reçu d'ailleurs quelques-unes à l'avance, je les ai bien notées. Ne vous inquiétez pas, on répondra aux questions des personnes qui avaient joué le jeu et qui les avaient envoyées avant. Très bien, on a un bouclier cyber, comme on l'appelle, hein, c'est le paquet cyber aussi, on intitule une réglementation européenne qui finalement en matière de cybersécurité, de cyberconformité, hein, qui est foisonnante. On a des règlements et des directives multiples, pour que vous sachiez, c'est qu'en France, on est plutôt avant-gardiste, on a des lois, hein, des décrets, des arrêtés, etc., qui consacrent la cybersécurité. Mais maintenant, je dirais que l'Europe a pris le pas sur la France. Donc, ça se joue à l'échelle européenne et on a différentes réglementations telles que le RGPD, le CSA, le Cyber Security Act, DORA, qui va plus intéresser le secteur financier. NIS 2, ça intéresse à peu près toute organisation, mais d'importance, on va dire, pour résumer. Le DMA, pour plus les entreprises marketing, DSA, Data Governance Act, comment on va gouverner la donnée, grosso modo, le règlement sur l'intelligence artificielle, dont vous avez certainement entendu parler, le Cyber Solidarity Act, qui prévoit que les États entre eux, les États européens entre eux doivent faire preuve de solidarité en matière de cybersécurité, et la Cyber Resilience Act qui promeut la résilience, mais on retrouve cet aspect-là dans l'ensemble des réglementations. Donc ça joue énormément au niveau européen. On va faire un focus sur 3 réglementations pour vous montrer qu'au niveau français, on est impacté. Ce sera la diapo suivante. Donc NIS 2, DORA et le RGPD. Finalement, le RGPD, comme vous le savez certainement, il est entré en application en mai 2018. DORA, qui intéresse le secteur financier, entrera en application en janvier 2025.
Et NIS 2, qui est entré en vigueur en octobre 2022, entrera en application en octobre 2024, sera transposé dans la loi française. Et donc, il y a des entités qui sont concernées pour ces différentes réglementations. Donc, pour le RGPD, si vous êtes là ce soir, c'est que vous êtes concerné, vous avez raison, puisque c'est toute entité publique comme privée qui traite des données personnelles. Concernant DORA, c'est des entités, on va dire, qui sont dans le secteur financier et les prestataires qui opèrent des services financiers. Et puis, pour NIS 2, c'est ce qu'on appelle les entités essentielles et entités importantes. Mais a priori, vous, en tant qu'association, vous ne devriez pas être concerné. Il y a différentes autorités de régulation pour ces trois réglementations. La CNIL, que vous connaissez bien, pour DORA, pour le secteur financier, l'autorité des marchés financiers, la Banque de France, pour NIS 2, l'ANSSI, je pourrais en citer d'autres. Pour la santé, on a l'ANS, l'Agence nationale en santé. Donc, on a finalement différentes autorités là, qui sont face à nous et qui complexifient cette réglementation-là. Donc, ça occasionne quelques difficultés. On a une fragmentation de l'action publique avec une multiplication des guichets, c'est-à-dire que quand vous avez une faille on le verra ensuite, une faille en matière de sécurité, en tous les cas une violation de données, il faut faire une notification de la CNIL. Eh bien, pour le secteur financier, il faudra la faire à la Banque de France ou à l'AMF, et pour les entités essentiellement importantes, ce sera à l'ANSSI, alors que ça concerne à peu près, je dirais, le même type d'incident. Donc, voilà, complexité dans la réglementation, on va essayer justement de la décomplexifier au travers de celle que vous connaissez et celle pour laquelle vous êtes là ce soir, le RGPD. Donc, le RGPD pour les… Alors, merci Cyril. Oui, du coup, on va aborder le sujet du RGPD en faisant notamment un focus sur les points qui concernent les associations. Donc le RGPD, c'est quoi? C'est le règlement général sur la protection des données. Ici, on a déjà une première étape. Pourquoi se conformer? Il existe 4 raisons principales qui font que l'on doit se conformer aujourd'hui, au-delà d'être une obligation qui constitue donc une nécessité. L'intérêt est donc d'éviter les sanctions, de préserver la sécurité, la confidentialité des données, le respect de la vie privée, mais également renforcer l'image d'une association. Donc l'intérêt de cette conformité se fera ressentir auprès des adhérents, mais également auprès des différents membres internes à l'association, d'un point de vue sécurité et image. Slide suivante, s'il vous plaît. Un peu d'histoire. Donc, sachez que voilà, on a là aussi été avant-gardiste en France avec la loi informatique et liberté. D'où elle provient cette loi? Il y a eu une affaire à l'époque, en 1976 ou 1974, l'affaire Safari, qui a été révélée par le journal Le Monde. C'était un projet du gouvernement d'interconnecter l'ensemble des bases de données, des fichiers des Français, fichiers fisc, fichiers santé, etc. Et donc, il faut savoir qu'à l'époque, on était encore un peu traumatisé par la déportation des personnes sur la base de fichiers durant la Seconde Guerre mondiale. Donc, il y a une révolte citoyenne, ce qui a finalement favorisé la création de la loi informatique et liberté, qui a institué la création de la Commission nationale informatique et liberté en 1978. Depuis, on a eu différentes réglementations, une directive européenne, une directive e-privacy, on a une nouvelle loi, la loi du 6 août 2004 qui est venue modifier la loi originelle de 1978, et puis l'entrée en vigueur du RGPD en 2016, applicable en 2018, et donc une transposition du RGPD dans la loi informatique et liberté en 2018 également. Et donc voilà, il y a une longue histoire et on est très finalement acculturé et sensible à nos libertés, au respect de nos vies privées respectives. Données personnelles. Qu'est-ce qu'une donnée personnelle? Pour comprendre le RGPD, c'est important de faire un petit focus sur la définition d'une donnée personnelle. En fait, c'est une information relative à une personne physique identifiée. Quand on dit physique, ça peut très bien être un entrepreneur, un président d'une société ou un président d'une association, évidemment. Donc, ça concerne les personnes physiques, mais au sens professionnel aussi. Et donc, c'est une donnée qui va permettre d'identifier ces personnes directement ou indirectement. C'est-à-dire qu'en rapprochant certains éléments, on va pouvoir réidentifier une personne. On a différentes catégories de données qui sont consacrées par le RGPD d'ailleurs, des données qu'on dit d'identification, donc nom, prénom, relativement simple, données de vie personnelle,
donc ce qui va relever de la composition familiale, la situation matrimoniale, les données de vie professionnelle, la fonction, le service que vous occupez, le statut que vous pouvez avoir au sein de votre société, de votre administration, les données de connexion, tout ce qui va relever de votre navigation sur la toile, l'adresse IP, les logs que vous allez générer en naviguant sur un site internet, les données financières et économiques, tout ce qui va relever de revenus, taux d'imposition, les pensions que vous pouvez toucher ou vous devez verser, et puis les données de localisation, là où vous vous situez à un instant T. Slide suivante, je crois. Oui, effectivement. Donc, on va parler donc de la donnée sensible. Ça s'inscrit effectivement dans la continuité des données personnelles. On les a qualifiées juste précédemment et on a qualifié de données sensibles tout ce qui se rapporte plus ou moins à votre vie privée. Donc, les données de santé, les données biométriques ou encore les données qui concernent vos opinions sont donc considérées comme sensibles. On peut considérer aujourd'hui tout un tas d'autres données que vous aurez affichées à l'écran. On parle de la vie sexuelle et de l'orientation sexuelle, du numéro de sécurité sociale, des appartenances syndicales, des informations en rapport avec la police, etc., les infractions, etc., notamment le casier judiciaire, qui eux sont considérés comme sensibles. Il est à noter que sauf décret ou consentement précis, il est fermement interdit de traiter ces données-là. Et voilà, donc on pourra passer à la suite. Alors, donc, où est-ce qu'elles se trouvent ces données? On a plusieurs évidences, hein. On parle de clés USB, on parle de poste de travail, on parle de serveurs, Internet, etc. Généralement, les éléments qui nous viennent tout de suite à l'esprit quand on parle de données. Mais il y a également d'autres éléments. On parle de vos armoires, pour notamment les associations qui ont des archives papier aujourd'hui qui sont utilisées. On a également les différents emplacements que l'on peut avoir, tels que le bureau ou d'autres éléments dans ce genre, mais on parle aussi de nos poubelles. Donc, ce dernier sujet que je souhaite... Dites-moi. Il y a eu un petit écho. Ah, ok, autant pour moi. Donc, je disais, et donc dans nos poubelles, c'est le dernier sujet que je souhaite aborder. Est-ce que on ne s'est pas déjà posé la question de savoir si tel ou tel document peut aller à la poubelle parce que est-ce qu'il n'y a pas une petite information, un ticket de caisse, quelque chose? Mine de rien, on se rend pas compte, mais c'est là que le RGPD est intervenu en nous précisant et en nous rassurant sur justement ce qu'on considère comme données et personnelles du coup, et on nous précise justement l'intérêt de ces données-là, le traitement de ces données-là et surtout la sécurité de ces données-là, et à savoir ne pas les jeter n'importe où, n'importe comment. Eh bien, qu'est-ce qu'un traitement de données? Parce que le RGPD nous parle de traitement. On continue les définitions pour que vous puissiez bien comprendre. Un traitement, c'est une opération qui va consister en la collecte. Donc, quand vous demandez à un adhérent de vous envoyer ses coordonnées ou qui s'inscrivent, qui remplissent un formulaire, typiquement, c'est la collecte. La communication, quand vous allez transmettre ces données-là à une autre personne, à un autre organisme, dans l'exemple des associations sportives, pour les fédérations, on va saisir généralement pour licencier un adhérent ces données-là. Donc, c'est typiquement la communication, l'enregistrement. Vous allez enregistrer ces données sur un fichier en particulier, l'organisation. Vous allez faire en sorte de, si vous utilisez un fichier Excel, de déplacer les colonnes et d'enregistrer dans un certain ordre. La conservation sur une clé USB, ça constitue un traitement. Quand vous allez apporter des modifications, changement d'adresse, par exemple, ça constitue aussi un traitement. Et quand vous allez supprimer les données en question, ça constitue également un traitement. Donc, c'est vous dire si toute opération, finalement, sur un ensemble de données, que ce soit automatisé ou pas, que ce soit papier ou informatique. Qui change, donc vous avez compris, c'est que il y a eu plusieurs finalement nouveautés qui ont été apportées par le RGPD. La loi informatique et liberté, on avait déjà repris un certain nombre de dispositions, mais il y a eu quelques évolutions dont va vous parler mon collègue. Effectivement, je vais commencer avec le principe d'accountability ou de responsabilité. Il y a donc, comme a indiqué Cyril un peu plus tôt
dans le webinaire, un avant et un après RGPD. Donc, lorsqu'on parle d'avant RGPD, il était nécessaire de déclarer les traitements de données à la CNIL. Donc, ça avait un certain impact sur toutes les entités. Hein. Il fallait justement traiter ces données-là, les déclarer, etc. Ça prenait un certain temps. Et le principe d'accountability qui est arrivé justement depuis le RGPD, il a permis de responsabiliser les entités concernées et d'imposer justement la mise en place d'un registre interne. Ce registre interne va prendre en considération les traitements de ces données-là et il va falloir dorénavant, depuis le RGPD, démontrer qu'on est bien conforme à cette réglementation. Alors, ce qui change, on peut aborder les différents changements par rapport aux droits. On a des droits qui existent depuis les anciennes lois, comme l'a précisé Cyril. Les anciennes lois ont apporté des droits tels que le droit d'accès, le droit à la rectification, le droit à l'effacement, le droit à l'opposition. Mais le RGPD a quant à lui intégré de nouveaux droits, donc le droit à la limitation d'un traitement, le droit à ne pas être sujet au profilage ou aux décisions automatisées, et le droit à la portabilité. On parle de portabilité pour l'accès à vos données. Finalement, si demain vous souhaitez demander je ne sais pas, pour telle ou telle raison, récupérer vos différentes informations que votre banque possède sur vous, vous avez le droit, et c'est valable également pour les adhérents de vos associations. Si demain ils vous envoient un mail en disant voilà, je souhaiterais avoir accès aux différentes informations que vous possédez sur moi, il s'agit d'une demande d'exercice de droit, et le fait d'effectuer cette demande d'exercice de droit, vous avez 30 jours pour y répondre. C'est une obligation. Petit quiz pour savoir si vous avez suivi. Donc, on vous invite à répondre dans le chat, hein, c'est bien ça. Parmi les réponses suivantes, lesquelles sont des données personnelles? Le numéro de téléphone professionnel, la date de naissance, la photo d'identité, le nombre de congés d'un collaborateur. On vous laisse répondre et puis on vous laisse 10 petites secondes. C'est parti pour répondre à cette première question. Et c'est bien parce que tout le monde ne dit pas la même chose. Ça veut dire qu'il va y avoir des choses à apprendre. Allez, je donne la réponse. Il y aura d'autres questions. Ne vous inquiétez pas de toute façon. Allez. Eh bien, écoutez, oui, j'ai vu pas mal quand même de personnes qui avaient répondu tout. Oui, le nombre de congés d'un collaborateur. Bah oui, si on compare finalement les collaborateurs présents et collaborateurs absents, on va pouvoir déterminer que tel collaborateur, à partir des jours de congés qui ont été posés, que c'est tel collaborateur qui a été absent. Donc, c'est une donnée à caractère personnel. Voilà, c'est pas une donnée personnelle au sens où effectivement, communément, on pourrait l'entendre, ça constitue malgré tout une donnée qui permet indirectement de réidentifier une personne physique. Donc voilà pour la raison pour laquelle peut-être que le nombre de congés d'un collaborateur, c'est ce qui nous fait hésiter, mais non, c'est bien une donnée personnelle. Parmi les réponses... Vas-y. Désolé. Donc, parmi les réponses suivantes, laquelle n'est pas un traitement de données personnelles au sens du RGPD? Donc, je vous laisse aussi 10 petites secondes pour répondre. Beaucoup de C pour l'instant. Je ne sais pas si vous vous copiez entre vous ou si vraiment... Ah là là. Effectivement, c'est... On part effectivement sur la réponse C, c'est bien la gestion du stock de fournitures. C'est quelque chose qui ne contient absolument aucune donnée personnelle qui concerne soit un adhérent ou telle ou telle personne à l'intérieur de vos associations. Il y a une personne qui demandait ce que c'était la liste des prospects. La liste des prospects, ce sont les éventuels sur une société, par exemple, lorsqu'on a un ensemble d'éventuels clients. C'est ça que ça renvoie. Les éventuels clients, ça peut contenir le nom et prénom, par exemple, des commerciaux d'une entreprise. Donc, forcément, il y a des données personnelles. Et pareil avec les assos, ça peut être des potentiels adhérents, des personnes qui sont inscrites à votre newsletter mais qui ne sont pas encore adhérentes, ou des potentiels donateurs, etc. Prospects, c'est juste
quelqu'un qui n'est pas encore chez vous, mais qui pourrait l'être? Passer à ce qui constitue la conformité des traitements des données à caractère personnel. Donc là, on rentre plus dans le vif du sujet après avoir abordé quelques définitions de principe. Donc, on a le responsable de traitement. C'est-à-dire que il faut identifier quel est le responsable de traitement. C'est la personne morale ou physique qui va déterminer les finalités, pourquoi on traite la donnée et les moyens pour la traiter. Pour ce qui vous concerne, il s'agit très souvent du président de l'association. Si c'est bien un président qui représente l'association sur le plan civil, c'est bien le président qui est responsable de traitement. Et donc, le responsable de traitement, le président, il doit s'assurer que son traitement est inscrit au registre des traitements. Comme vous disait mon collègue tout à l'heure, avant, on déclarait à la CNIL les traitements. Eh bien, aujourd'hui, on se les déclare à nous-mêmes dans le registre des traitements. C'est de sa responsabilité au président de s'assurer que, l'ensemble des traitements figurent dans le registre en question ou à minima les plus grands traitements qu'on peut avoir au sein de l'association. Alors, le traitement des données passe par deux principes. Donc, le premier principe, ça va être la loyauté et la transparence. En effet, aujourd'hui, lorsqu'on doit traiter des données, il faut que ce soit fait et annoncé aux personnes qui sont concernées dans un langage simple, clair. Donc, le principe, ça va être de fournir justement l'intégralité des informations à connaître lorsque nous, en tant que personne, on émet une donnée. Donc, il faut qu'on soit au courant des risques, des règles, des garanties et des droits. On parle également de licéité. La licéité, c'est assez simple. Pour qu'un traitement puisse exister, il faut que ça repose sur une des 6 bases légales qui existent. Donc, les 6 bases légales, c'est quoi? C'est le consentement, le contrat éventuel, que ce soit un contrat qui est déjà conclu ou en cours de conclusion, le respect d'une obligation légale, la sauvegarde des intérêts vitaux, l'exécution d'une mission de service public ou également l'intérêt légitime. Donc, si votre traitement repose sur une de ces 6 bases, il n'y a pas de souci, le traitement peut être mis en place. Est-ce qu'on peut peut-être donner un petit détail sur l'intérêt légitime? Parce que c'est un petit peu la notion la plus floue peut-être de toutes. Ouais, voilà, la question qui arrive tout de suite, qu'est-ce qu'un intérêt légitime? Ouais, qu'est-ce qu'un intérêt légitime? Je peux peut-être laisser Cyril répondre. Ça marche. L'intérêt légitime, c'est quand finalement vous avez la possibilité, vous êtes légitime à traiter les données. Typiquement, vous collectez, je prends un exemple concret, les adresses mail de vos adhérents. Et vous leur envoyez une newsletter. Vous n'avez pas besoin de leur demander leur autorisation, une newsletter pour les informer des actualités, des événements organisés par l'association. Vous n'avez pas besoin de leur demander leur accord, leur consentement pour leur envoyer cette newsletter. En revanche, vous devez leur laisser la possibilité de s'opposer à la recevoir, cette newsletter. Et donc là, on est sur un intérêt légitime. Finalement, l'association, elle a tout intérêt à proposer à ses adhérents une newsletter régulière. Et ça ne va pas impacter, c'est-à-dire que faut que finalement la vie privée des personnes concernées à qui vous envoyez la newsletter, à vos adhérents, elle soit pas, il n'y ait pas de risque pour leur vie privée. Voilà, précisément. Donc voilà, il y a des nuances sur l'intérêt légitime, mais j'ai pris un exemple concret. Donc là, voilà, ce traitement-là, l'envoi de la newsletter, il sera basé sur l'intérêt légitime. Ok, je reprends sur la collecte. Donc, la collecte, on parle de différents éléments. Il y a 4 principes pour pouvoir collecter une donnée. On parle de finalité déterminée, de données adéquates, dont on précise la pertinence et la limite par rapport à cette donnée, les données exactes tenues à jour, et on va également parler de la zone de libre commentaire qui sera un peu plus précisée dans un instant. Donc, la finalité déterminée. Dans quel cadre est-ce qu'on parle de finalité déterminée? C'est lorsque on indique justement une finalité, lorsqu'on traite ou qu'on récupère une donnée. Effectivement, cette donnée doit être
utilisé uniquement dans le cadre de cette finalité et non pas ultérieurement sur d'autres finalités. Par exemple, je peux vous donner l'exemple d'un service informatique qui récupère une donnée nom-prénom d'un client pour lequel ils doivent proposer une solution parce que le site fonctionne mal ou des choses comme ça. On ne pourra pas laisser le service RH réclamer le nom-prénom de la personne pour vérifier telle ou telle information. Donc effectivement, lorsqu'une finalité est déterminée, il faut que ce soit uniquement cette finalité-là et pas une autre pour une même donnée. Les données adéquates et pertinentes et limitées. C'est dans un but de minimiser les données qui sont récoltées. Lorsqu'on collecte une donnée, on a besoin d'une finalité, et lorsque cette finalité est définie, elle ne représente au final une finalité que pour telle ou telle donnée. Si on augmente si on décide de récupérer par exemple nom, prénom et adresse pour un adhérent, on ne peut pas se dire ah ok, je récupère la date de naissance, peut-être que ça pourrait m'être utile. Ensuite, on parle de données exactes et tenues à jour. Je peux vous donner l'exemple par rapport à cela de typiquement le quotient familial. Supposons que par exemple un couple d'adhérents a de nouveau un ou deux enfants et que sur une durée d'une année, on n'a pas demandé la mise à jour de l'information sur le quotient familial pour déterminer, je sais pas, les frais d'adhérence. On doit justement maintenir à jour cette information parce qu'elle est nécessaire pour le traitement de cette dernière. On parle également de zone de libre commentaire. Qu'est-ce que c'est la zone de libre commentaire? Elle fait référence à la possibilité pour une organisation, notamment les assos, de fournir des explications supplémentaires sur les différentes pratiques de traitement de données qu'elles mettent en place. Donc, ces pratiques-là, elles ont quand même des obligations. Pourquoi est-ce qu'on parle de vigilance par rapport à cette zone? C'est qu'on a le droit de la mettre en place, on a le droit de déclarer qu'on récupère telle ou telle donnée pour telle ou telle raison, mais par contre, il faut respecter quelques principes, donc notamment le fait que ça ne doit absolument pas être une atteinte à l'image d'une personne ou alors l'empêcher de bénéficier d'une prestation à laquelle elle peut prétendre, mais également cette personne-là doit être en mesure d'exercer son droit d'accès et donc de lire ces commentaires-là qui sont assez importants. Alors, les durées de conservation. Je vais poursuivre avec ça. Effectivement, les données, on doit les collecter, on en a besoin, c'est une vérité et c'est comme ça. Par contre, on doit toujours insister sur une certaine durée de conservation. Cette durée de conservation, elles doivent être définies, et ce, avant même la collecte des données. L'objectif, c'est effectivement d'éviter tout conflit ou toute donnée qui pourrait être conservée pour 20-30 ans, alors que techniquement, on ne devrait pas laisser nos informations en libre service à tout le monde sur autant de temps. Donc, il y a quand même quelque chose qu'il faudra respecter, c'est que certaines durées sont régies par le droit. Donc, si par exemple dans le droit du travail, on a telle donnée qui doit être conservée, on doit absolument la garder. Vous avez ici deux petits exemples. Donc, le dossier administratif du personnel est conservé jusqu'au départ du collaborateur de l'entreprise et le dossier disciplinaire du collaborateur est conservé 1 an à compter de la cessation de ses fonctions. Très bien, nouveau quiz pour savoir où est-ce que vous devez inscrire les traitements de données à caractère personnel. Première question, donc A dans le registre des traitements, B dans le dossier des collaborateurs, C à la CNIL, D ne doivent pas être inscrits, inscrits. Et oui. Et d'ailleurs, comment, pardon? Ils ont l'air de suivre. Ouais, ça va, ils écoutent. Et d'ailleurs, il y avait plusieurs questions de personnes qui demandaient des précisions sur ce que c'était le registre des traitements. Donc, c'est peut-être l'occasion de faire un petit rappel là-dessus. Imaginez que vous avez identifié plusieurs traitements. Donc, j'ai un traitement, c'est la gestion des adhésions. J'ai un autre traitement, c'est la gestion de la paye. J'ai un autre traitement, c'est la gestion de la newsletter dont je parlais tout à l'heure. Eh bien, tous ces traitements-là, vous allez les enregistrer quelque part. Et donc, c'est ce qui constitue le registre.
Du coup, ce registre, il peut prendre différentes formes, j'imagine? Complètement. Oui. Ça peut être un document papier, un document Word, fichier Word, fichier Excel. Ça peut prendre différentes formes. Il y a un fichier que propose la CNIL Oui. sur son site internet qui est sur la forme d'un fichier Excel et qui permet de renseigner différentes rubriques qui va vous permettre de constituer votre registre. Ok. Tout à l'heure, j'avais une personne qui demandait justement si AssoConnect pouvait être ce registre. J'imagine Non. que non. Non, AssoConnect ne peut pas être ce registre. AssoConnect, quand vous faites appel à AssoConnect est sous-traitant de l'association. Ce n'est pas le responsable de traitement. Et donc, c'est vous, en tant qu'association, qui devez constituer votre registre. Quel que soit ce que vous utilisez comme fonctionnalité sur la plateforme d'AssoConnect, vous devez, quoi qu'il arrive, constituer votre registre par ailleurs. Très bien. Après, l'avantage, c'est que si vous voulez les infos, vous pouvez les ressortir peut-être plus facilement que si elles sont Exactement. à l'écrit. C'est ça. Très bien. Alors, le traitement qui a pour finalité la gestion des adhésions est basé sur quelle base légale au final? Donc, A, le consentement, B, l'exécution d'un contrat, C, les obligations légales ou D, l'intérêt légitime. Plus compliqué. Moi aussi, je relis la question. Bon. Je n'ai pas tout en tête. Ok. Alors effectivement, ça va être l'exécution d'un contrat aujourd'hui pour une association. La gestion des adhésions, hein, c'est très simple. Il faudra juste retenir que c'est pour l'exécution d'un contrat. On ne pourra pas considérer que une autre base légale pourra être utilisée dans ce cadre-là. Alors, petite subtilité, oui, je ne l'ai pas précisé, je suis également dirigeant d'association en préliminaire, mais donc vous avez l'exécution d'un contrat, mais si par exemple lors de l'adhésion d'une personne, voilà, je vais un petit peu éclairer, lors de l'adhésion d'une personne, vous lui demandez à pouvoir utiliser son image, donc ce qu'on appelle ni plus ni moins que l'autorisation de droit à l'image. Là, finalement, cette gestion des adhésions dans laquelle vous avez embarqué l'autorisation de droit à l'image, elle va avoir, et vous avez très bien finalement réagi, et vous avez les bons réflexes, elle va avoir une double licéité, une double base légale. Le consentement, j'autorise l'association à utiliser mon image, et l'exécution d'un contrat. Le droit à l'image, on n'aura pas le temps d'en parler parce que c'est très complexe, mais sachez que si vous proposez aux adhérents d'autoriser, enfin, cette autorisation de droit à l'image, et si vous utilisez leur image, imaginez, c'est un consentement, donc ce consentement-là, ils peuvent y renoncer demain. Ça veut dire qu'il va falloir que vous puissiez finalement faire en sorte de supprimer l'ensemble des supports sur lesquels vous avez publié les images de ces adhérents, et notamment les supports réseaux sociaux, c'est là où ça pose plus de problèmes, donc voilà, à manipuler avec des précautions. Il vaut mieux, je dirais, promouvoir l'association au travers de photos qui seraient non identifiantes. Dans le doute, du coup, mieux vaut quand même demander le consentement si on a une hésitation sur un sujet. Oui, tout à fait. Mais le consentement, il y a différents critères, mais voilà, il y a une exclusivité, c'est-à-dire que c'est pour un événement particulier. Voilà, on ne va pas pouvoir réutiliser l'image d'un adhérent qui nous aurait autorisé à l'utiliser pour différentes raisons. Donc voilà, il y a une finalité, encore une fois, qui a été déterminée, et donc c'est pour un temps déterminé, limité. Voilà, c'est toute la complexité du droit à l'image. Mais si on part sur l'autorisation du droit à l'image, on est là jusqu'à 19h30, 19h45. On reviendra dessus si jamais il reste du temps à la fin, mais il y a pas mal de questions super intéressantes que je note, vous inquiétez pas, je regarde vos questions. On va y revenir du coup. La liste, parmi les informations suivantes, lesquelles doivent figurer dans le registre de traitement. La liste nominative des personnes concernées par le traitement, l'identification du responsable de traitement, la finalité du traitement et les mesures de sécurité mises en place. Allez, verdict. BCD.
Ouais, c'est BCD qui l'emporte, hein, j'ai l'impression. Hein. Aussi sur les réponses formulées. Donc, ouais, non, bon réflexe, je suis assez bluffé d'ailleurs. Donc, la liste nominative des personnes, non, bah, justement, on va éviter d'embarquer un nouveau traitement de données à caractère personnel dans le registre. Dans le registre, on va faire figurer que les activités de traitement, précisément. Donc, on va y faire figurer l'identification du responsable de traitement, donc le président, la finalité du traitement et les mesures de sécurité qu'on a mis en place. Alors, maintenant, nous allons parler de quelques aspects sécurité qui sont mis en avant par le RGPD. On va commencer en slide suivante par le Privacy by Design. Donc le Privacy by Design, c'est un mot un peu, voilà, un anglicisme au final, mais qui est un peu particulier, mais qui au final implique uniquement une seule idée, une seule information finalement, qui impose d'intégrer la protection des données dès la conception des différents systèmes ou processus mis en place. Je peux vous parler d'un exemple. Effectivement, si en tant qu'association demain vous souhaitez, si vous êtes par exemple sur un stockage des données en local, si demain vous souhaitez passer sur un stockage en cloud, il faudra justement mettre en place des solutions permettant de maintenir la protection des données avant d'entamer le projet. C'est-à-dire qu'il y aura vraiment un objectif de qu'est-ce qu'on fait dans le cadre des données pour prendre en compte les quelques éléments que vous avez ici à l'écran, donc la durée de conservation, la mise en œuvre du consentement, la nécessité d'une analyse d'impact, prendre en compte toujours la disponibilité, la confidentialité, l'intégrité des données tout au long des traitements, encore une fois, et assurer une information transparente pour la personne, tout en prenant en compte le droit des personnes. Donc vraiment, il faut maintenir le droit des personnes, toujours permettre cette solution, et surtout si comme dans l'exemple que je vous avais évoqué, en tente une migration, il faudra maintenir la suppression des données en temps et en heure selon les temps de traitement qui avaient été édités auparavant. Voilà, donc tous ces éléments sont vraiment à prendre en compte. L'étude d'impact sur la vie privée, alors, de quoi on parle? Bon, en fin de compte, quand on a des traitements qui vont présenter des risques importants pour la vie privée des personnes concernées, il va falloir mener une analyse d'impact pour s'assurer que finalement les risques qu'au départ on percevait comme étant importants sont finalement résiduels. Et le RGPD nous aide en ce sens, c'est-à-dire qu'il y a 9 critères qui ont été déterminés, et si pour un traitement particulier on a 2 critères, eh bien on va devoir effectivement s'interroger sur la nécessité de conduire une étude d'impact. Parmi ces 9 critères, je ne vais pas tous les citer, mais pour ce qui vous concerne, vous en tant qu'association, vous êtes très souvent concerné par la collecte de données sensibles. Donc les données sensibles dont vous a parlé mon collègue, et notamment des données de santé ou des données qui vont être peut-être relatives à une situation de handicap. Donc voilà, ça c'est un premier élément. Donc si dans un traitement vous avez ce type de données, voilà, faut vous interroger, savoir si ça répond pas à un autre critère. Et ça peut être les personnes vulnérables, donc les seniors, on va les considérer comme des personnes vulnérables, et les mineurs également. Donc si finalement vous avez ces 2 critères-là, il faut vous interroger, savoir si vous devez conduire une analyse d'impact. Donc sachez-le, voilà, c'est important parce que finalement vos traitements vont présenter certains risques pour la vie privée des personnes, et il va falloir peut-être prendre davantage de mesures à l'égard de ce traitement-là que pour les autres traitements que vous aurez par ailleurs, comme les adhésions où vous avez nom, prénom, adresse et puis adresse mail. Voilà, je dis des bêtises évidemment, mais il y a certainement plus d'infos dans la gestion des adhésions, mais pas forcément des données sensibles ou des données de santé. La violation de données, qu'est-ce que c'est une violation de données? Finalement, c'est quand il y a des données qui sont malencontreusement détruites, qu'on peut perdre, qui sont altérées, c'est-à-dire qu'on a perdu une partie d'un traitement de données, ou
qui ont été transmises par erreur à un tiers. Donc, si ça vous arrive, sachez, bah voilà, vous avez un fichier des adhésions à nouveau sur une clé USB que vous perdez. Il faudra peut-être vous interroger, savoir ce que vous allez faire ensuite pour finalement prendre des précautions et faire le nécessaire. Et là, en ce sens, le RGPD vous invite, vous impose même de notifier cette violation, donc cette perte de clé USB à la CNIL. Alors, si vous avez un doute, voilà, vous pouvez téléphoner à la CNIL, ils vont vous dire ce qu'il faut faire, comment procéder, c'est pas une difficulté, hein, ils sont là pour accompagner, plus que pour taper sur les doigts, sachez-le. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à les solliciter en ce sens. Et peut-être que, fonction du nombre de personnes et des données qui étaient enregistrées sur ce fichier, sur cette clé USB, la CNIL vous dira il faut que vous informiez les personnes dont les données figuraient sur cette clé que vous l'avez perdue, cette clé USB. Voilà, c'est aussi une exigence que peut avoir la CNIL à votre égard si jamais vous êtes victime d'une violation de données. Alors simplement, juste avant, parce que il me semble qu'il y avait un lien qui devait être communiqué par rapport à la slide précédente. Vous avez un outil qui vous permettra, on a vu notamment plusieurs failles de sécurité, dont des hôpitaux, pour France Travail, etc. ces derniers temps, et on a un outil qui vous permet de vérifier si vos données, en tout cas liées à votre adresse mail, bien sûr, ont été un jour retrouvées. Je laisse Antoine mettre le lien directement dans le chat qui vous permettra justement, en ajoutant directement votre adresse mail, que ce soit votre adresse mail perso ou professionnelle, vérifier si un jour elle a été victime de vulnérabilités qui justement sont relatives à ce genre de problématiques. Je remets le lien parce qu'il y a eu quelques messages entre-temps, du coup vous l'avez peut-être plus sous la main. Hop, pour les personnes qui sont intéressées, il est là. Et donc, on avait commencé à avoir déjà des réponses à la question. J'allais aller trop vite, pardon. C'est pas grave. Alors, je souhaite mettre en place un nouveau traitement. Quand dois-je finir les durées de conservation des données que je vais traiter? Dès la conception de mon projet, dès que je collecte les premières données, dès que mon projet est opérationnel ou quand j'aurai le temps. J'aime bien D. Il y en a qui font exprès de mal répondre, là, je vous vois. Hein. Ah là là. Ah, plutôt du A, ouais. Ouais, effectivement, ça sera A. Effectivement, on prend en considération ce genre d'informations dès la conception du projet, comme je vous l'avais indiqué un peu plus tôt. C'est rassurant quand même, plutôt. Oui, effectivement. Par erreur, vous transférez un fichier par mail contenant des données personnelles de plusieurs adhérents à un membre de l'association ou à un tiers, ça peut être. Que devez-vous faire? Vous ne faites rien, vous signalez au destinataire que c'est une erreur et c'est tout. Vous prévoyez le client ou les personnes concernées, les personnes dont les données personnelles ont été transmises, hein, ou vous prévenez le président le plus rapidement possible. Il y a un peu de tout, mais dans l'ensemble, vous étiez pas mal. La réponse D. Cyril. Ah, pardon. Bien. Pour illustrer, sachez que c'est quelque chose auquel j'ai déjà été confronté et j'ai eu l'occasion d'échanger. Donc, ça concernait un fichier de 100 personnes qui avait été transmis par erreur par mail à des tiers. Hein. J'ai interrogé les collègues de la CNIL qui m'ont dit la notification de la violation, parce que ça constitue une violation, ni plus ni moins. Hein. En l'occurrence, elle est facultative, mais on vous recommande de la faire. Voilà, donc ce n'était pas une obligation, mais ils m'ont recommandé d'effectuer cette notification que j'ai bien évidemment faite en suivant. Mais voilà, quand vous avez un doute, encore une fois, sur des erreurs que vous pouvez commettre ou sur des difficultés que vous pouvez rencontrer, il ne faut pas hésiter à les solliciter, ils sont là pour ça.
Ça me fait penser que il y a un super guide pratique qu'avait fait la CNIL, hop, et qui est super complet. Alors, vous amusez pas à le lire maintenant, mais je vous l'envoie dans le chat pour que vous l'ayez sous la main pour plus tard. Je vous le renverrai à la fin si besoin, mais comme on voit plein de choses, si jamais après il y a des trucs spécifiques que vous voulez aller creuser, c'est une super référence. Alors, je reçois par email un lien d'une personne que je ne connais pas. Vous pouvez soit cliquer sur le lien, informer la CNIL, ignorer le mail, ou alors supprimer le mail. Qu'est-ce que vous faites? Ouais, des, hein. Mais non, on clique tous sur le lien. Non, non, effectivement, il faudra supprimer le mail. Ce sera vraiment la chose la plus simple à faire. Il y a des petites subtilités où, typiquement, quand c'est des mails de banque ou des trucs comme ça, où on peut aller vérifier avant, mais l'intérêt, ça va vraiment être de supprimer le mail. Il y a quelqu'un qui dit aussi signal spam, une autre bonne chose à faire, j'imagine que ça remonte à force. Effectivement, oui, ça a un intérêt. Aujourd'hui, c'est assez interconnecté les spams, donc la logique de suppression, enfin de mise en spam, elle est assez bien mise en œuvre par les outils d'emailing. On a bien sûr des outils de sécurité un peu plus prononcés. Par exemple, je peux vous parler de ADV Secure, oui, par exemple, qui eux vont vous permettre d'ajouter une sécurité supplémentaire sur les adresses mail de votre association. Ouais, merci Camille aussi. Camille. Ouais, un super lien dans le chat. Qu'est-ce qu'une violation de données? Voilà, la perte des données, la divulgation des données, l'altération des données, la destruction des données. Qu'est-ce qu'une violation de données? C'est pas mal, hein? Effectivement, les quatre, hein, assurément, quand on les perd, elles sont divulguées par erreur, quand elles sont altérées, quand elles sont détruites. Ouais, la destruction, c'était un peu plus étonnant. Moi, j'avais été surpris de voir ça. Oui, bah, finalement, vous pourriez imaginer un hacker qui arrive sur votre ordinateur et qui supprime les données sans les subtiliser, hein, qui les supprime juste. Ça constitue une violation, hein, vous n'avez plus l'utilisation. Tout à fait. Merci beaucoup. Et pour terminer, un petit focus sur répondre à une demande d'exercice de droit. Typiquement, un adhérent qui va vous demander une copie des données que vous traitez le concernant ou l'effacement des données. Et donc là, voilà, on vous transmettra le PowerPoint. C'est écrit un peu en petit, mais vous avez différentes possibilités de recevoir cette demande par un formulaire en ligne, hein, un formulaire de contact sur votre site internet, par un courrier postal, un mail que vous recevriez, ou par téléphone. Par téléphone, si vous recevez, il faudra demander à la personne en question de passer par un canal pour finalement formaliser sa demande. Ça, on arrive donc à l'étape numéro 2. Il va falloir traiter cette demande, on va vérifier cette demande, et si on a un doute sur l'identité du demandeur, on va le solliciter pour qu'il nous adresse une pièce, un justificatif d'identité. Et ensuite, on va pouvoir, si on n'a pas de doute, on va extraire les données et soit les effacer si c'est une demande d'effacement, soit les lui transmettre pour faire voilà ce qu'on a à votre égard comme données. Si la demande est un peu plus complexe, on va aller solliciter les différents membres de l'association qui ont des données de cette personne pour savoir quel type de données donc pour pouvoir répondre à cette personne, ce qui peut prendre un certain temps, puisque le temps que ces membres de l'association qui sont très souvent bénévoles, donc qui font ça sur leur temps personnel, vous répondent. Ben, voilà, ça peut avoir un petit peu de temps. Donc après, il va falloir concaténer cet ensemble, vérifier que les données que vous ont transmises, ces membres-là, correspondent bien à celles qui ont été demandées par la personne en question. Et il va falloir que vous formalisiez une réponse et que vous nous envoyez.
ça peut très bien être, c'est bien, je vous confirme qu'on a effacé des données qui vous concernent. Donc l'effacement ne s'applique pas pour chaque traitement, hein. Vous avez des obligations, notamment en matière de tenue de comptabilité, de conserver une trace des paiements des adhérents, donc nécessairement leur nom et leur prénom, par exemple. Donc là, vous ne pourrez pas effacer les données, mais voilà, il faudra expliquer à la personne que vous avez effacé au moins une partie des données dont vous n'avez plus l'utilité. Et par la suite, il faudra justement enregistrer tout, je dirais, ce processus de réponse à une demande d'exercice de droit dans un dossier en particulier pour que vous puissiez démontrer que vous avez satisfait à cette demande. Et peut-être que le plus important à préciser, c'est que vous avez 1 mois pour répondre à une demande dès lors où elle vous parvient. Alors, si vous avez un doute sur l'identité, c'est à partir du moment où vous recevez la clé d'identité de la personne. Quand je dis que vous avez un doute, c'est par exemple si c'est une adresse mail qui figure déjà dans votre fichier adhérent qui correspond à une personne en question, un adhérent, là, vous ne pouvez pas avoir de doute et le délai court à partir du moment où vous recevez la demande. S'il y a un doute, c'est le délai court à partir du moment où vous recevez le justificatif d'identité de la personne. Mais délai d'1 mois, pour des demandes qui seraient très complexes, vous pouvez informer la personne qu'au regard de cette complexité, vous accordez un délai d'1 mois supplémentaire, mais c'est pour des demandes particulièrement complexes. Il y a une personne qui a été étonnée de dire de voir qu'il n'y avait pas forcément de signalement à la CNIL systématique. Oui, moi aussi, j'ai été étonné de savoir que ça pouvait être facultatif, mais je l'ai appris à mes dépens en interrogeant mes collègues de la CNIL, donc oui, sachez-le. Ouais. Et du coup, on va pouvoir passer aux questions, mais c'était l'occasion justement de commencer avec une question. Je peux juste préciser pourquoi la notification n'est pas forcément toujours opportune et donc facultative. Je prends l'exemple de présidents d'associations qui ont très souvent leur nom et leur prénom qui sont rendus publics sur la toile, hein, typiquement, ne serait-ce que par la publication au BO, au bulletin officiel des statuts. Voilà, typiquement, c'est des données qui sont déjà publiques. Si on les perd, si ce type de données-là sont plus on les perd, elles sont détruites à un moment où elles sont altérées, je dirais que ça constitue une violation, assurément, mais finalement, le risque pour la vie privée, pour les droits et libertés des personnes en question, des présidents en question, il est moindre puisque c'est des données qui sont déjà connues publiquement. Donc voilà, raison pour laquelle, parfois, cette notification est facultative. Ok. C'est super intéressant. Alors, on a l'impression qu'il y a plein de choses là-dedans, mais je crois que tu voulais parler, Cyril, de la CNIL, justement, de son rôle et de son positionnement, un petit peu de sa posture par rapport aux associations. Tout à fait. Alors, sachez que là, oui, j'ai vu une question, est-ce que vous avez connaissance de sanctions de la CNIL à l'égard des associations? Non, pas particulièrement. Pour autant, depuis l'année passée, on a je dirais, une procédure de sanction qui est particulière et on ne connaît pas les organismes qui ont été sanctionnés. Il semblerait qu'il figure parmi ces organismes des associations. Donc, sanctionnés ou mis en demeure d'eux. La CNIL, elle est plutôt accompagnante que c'est plus une personne qui va venir vous accompagner, enfin un organisme qui va venir vous accompagner qu'un organisme gendarme. Donc, si vous faites des choses de bonne foi, la CNIL ne viendra pas vous mettre, si voilà, c'est de bonne foi, mais finalement ça présente quelques difficultés et non-conformité, la CNIL vous mettra en demeure de vous mettre en conformité. C'est ce qui peut arriver. Si on a fait un focus sur la demande d'exercice de droit, voilà, on est déjà presque 19h, donc c'est pour ça que j'ai été vite, mais sachez que la CNIL a publié à 2 reprises sur son site internet, ce qui est assez inédit, le fait qu'elle effectuerait des contrôles sur les procédures d'exercice de droit. Potentiellement, ça peut très bien être une personne de la CNIL qui vient vous demander une copie de ces données. Voilà. Typiquement, ça pourrait, je suis peut-être parano, hein, mais ça pourrait très bien s'opérer de cette façon-là pour savoir comment vous procédez pour répondre à ça demande, même si vous n'avez aucune donnée de cette personne-là. Donc voilà, c'est typiquement ce qui peut arriver. Donc, mais voilà, cet aspect contrôle
et potentiellement sanctions, même voilà, sanctions financières. J'en doute, mais je peux me tromper. Hein, je ne suis pas à la place des contrôleurs de la CNIL, de la commission restreinte, comme on l'appelle, qui va prendre des décisions de sanctions éventuelles. Mais il y a aussi un autre côté de la CNIL qu'il faut certainement, qu'il faut valoriser, et ces deux aspects, ces deux secteurs-là, j'ai assisté à une conférence dernièrement, ils sont bien distincts, c'est-à-dire qu'ils sont bien cloisonnés, ils n'échangent pas entre eux. Donc, si on appelle la CNIL pour un conseil, c'est pas pour ça que demain, si on se présente, de quelle association on est, etc., c'est pas pour ça que demain on va se faire contrôler. Voilà, il y a vraiment une étanchéité entre ces deux secteurs-là. C'est tout ce qui va relever de l'accompagnement. Hein. Donc, encore une fois, je vous invite à les interroger. Et donc, voilà, en tant qu'association, peut-être que la probabilité pour que vous soyez contrôlé par la CNIL, elle est moindre qu'une grande entreprise, c'est une évidence, c'est une certitude. Pour autant, dire que la CNIL ne viendra pas vous contrôler, ça, je ne pense pas que je puisse m'avancer. Très bien. Je vais passer aux questions du coup. Alors, il y en a beaucoup qui ont été posées, merci beaucoup. Je vais poser les questions déjà qu'on avait reçues en avance, et puis après, je vais passer aux questions les plus votées. Donc ça, on a déjà répondu, c'était sur la CNIL. Combien de temps peut-on ou doit-on conserver les données? On en a déjà parlé, mais peut-être qu'on peut rappeler un peu la règle générale. Belkacem, je ne sais pas si tu souhaites rappeler les durées de conservation. Peut-être quelques problèmes de connexion. Je m'y colle. Oui, effectivement, j'ai eu des soucis de connexion. Je viens de revenir, donc est-ce que vous pouvez réitérer la question peut-être? Ouais, les durées de conservation. Ah oui, par rapport aux durées de conservation, bon, c'est assez particulier dans le sens où selon l'information que vous détenez, enfin la donnée que vous détenez, elle aura des durées de conservation assez différentes. Donc, comme je vous avais précisé, vous avez des durées de conservation légales qui sont obligatoires pour des informations sur des employés ou voilà des informations connues comme ça, sauf qu'il y en a d'autres pour lesquelles vous avez la possibilité de choisir. Il me semble que vous avez un maximum de 10 ans pour certaines et un maximum de 5 ans pour d'autres. Vous pourrez retrouver aisément les différentes listes. Il y en a énormément. Donc, je vous invite à regarder. Très bien. Alors, question suivante. J'essaye d'accélérer parce que... Hop. Oui, une question qui était qui a été posée pas mal de fois, des questions sur les mentions légales des sites et par exemple aussi dans le cadre d'envoi d'email. Est-ce qu'il y a des trucs particuliers à faire apparaître? C'est un peu l'image de la newsletter dont je parlais au début pour l'envoi d'email. Hein. C'est-à-dire que on peut très bien contacter un adhérent par mail. En tant que dirigeant, vous pouvez utiliser votre adresse mail personnelle pour contacter un adhérent, c'est pas une difficulté. Vous pouvez générer l'envoi de mail depuis la plateforme AssoConnect aussi, je crois. Voilà, vous pouvez contacter les adhérents, il n'y a pas de difficulté particulière. C'est un mode de communication pour les informer, je sais pas, des dates de réinscription d'un événement. Vous pouvez utiliser le mail sans difficulté. Est-ce que les mails doivent être j'ai vu des adresses mail doivent être en copie cachée? Oui, c'est préférable. C'est-à-dire que si vous communiquez en laissant les adresses mail visibles de tous les adhérents, donc si vous avez un mail groupé, ça veut dire que les adhérents qui vont recevoir, ils vont avoir accès à l'ensemble des adresses mail des autres adhérents de l'association. Je ne pense pas que tous les adhérents de l'association soient favorables à ce que les autres adhérents disposent de leur adresse mail. Voilà, je vous invite à les mettre en copie cachée. Pour ce qui est des mentions légales, alors les mentions légales, ça ne relève pas du règlement général sur la protection des données, hein, ça relève d'autres obligations. En revanche, vous avez l'obligation, si vous collectez des données au travers de votre site internet, vous avez l'obligation d'informer les personnes de la façon dont vont être traitées leurs données ensuite. Donc ça, c'est un ensemble d'informations. Ça prend une demi, voire un 3/4 de page quand c'est sur un format Word. Donc voilà, vous pouvez imaginer que ça constitue une page à part entière, ce qu'on appelle très souvent la politique de confidentialité ou la politique de protection des données. Vous pouvez très bien vous inspirer de celle que vous trouvez par ailleurs. Et donc, il faut qu'elle puisse reprendre les différentes catégories qui sont affichées
sous articles 12, 13 et 14 du RGPD, et ça ne va pas vous parler, le responsable du traitement, les finalités, durée de conservation, les mesures de sécurité en restant vague, évidemment, etc. Donc, je vous invite à vous référer, mais allez voir le site de la CNIL, ils expliquent ça très, très bien. Très bien. Et arrêtez de vous moquer de Charlotte qui est en train de perdre de la lumière au fur et à mesure. Alors, la lumière pour empêcher tout ça. J'avais quelqu'un qui posait une question assez précise tout à l'heure au début. Là, je commence à attaquer les questions du webinaire. Est-ce que le calcul d'un classement après participation à un championnat est un intérêt légitime? Alors, en fait, moi, la question que je me pose, est-ce que ce calcul-là, il constitue un traitement de données à caractère personnel? Voilà, c'est plus ça. Je ne vois pas ainsi, je peux me tromper, mais je ne suis pas certain que ça constitue un traitement de données personnelles. D'où l'importance des définitions qu'il y avait tout à l'heure. Oui, tout à fait. Donc, le calcul d'un classement, si on se réfère à des personnes en question, oui, ça va être l'intérêt légitime, oui, sans discuter. Si ça implique de traiter les données des personnes, oui, ce sera l'intérêt légitime. Très bien. Alors, je prends les questions les plus votées. Un groupe WhatsApp a été créé pour échanger entre certains adhérents sur les sujets de l'asso sportive. Est-ce considéré légal? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que la personne, elle peut très bien accepter de rejoindre le groupe WhatsApp ou refuser. Et donc, c'est de son fait. Elle a pris connaissance des conditions d'utilisation de WhatsApp. Donc, finalement, vous êtes, entre guillemets, pour faire simple, co-responsable. C'est-à-dire que vous invitez une personne, mais la personne, elle va consentir à utiliser WhatsApp pour échanger avec vous, mais en utilisant WhatsApp. Et donc, il y a WhatsApp qui aussi a une part de responsabilité dans l'histoire. Et puis, la personne peut partir aussi très facilement. Donc, exactement. Aussi. Pourrait-on avoir un exemple concret de registre des traitements? Est-ce qu'il y a des modèles qui existent peut-être en ligne ou... Effectivement, il y a un modèle. Désolé, Cyril. Je t'en prie. Oui, vas-y. Okay. Donc, on a le modèle de la CNIL. Donc, il y a aucun souci là-dessus, directement sur le lien. Alors, s'il faut, on le retrouvera, on l'ajoutera. On a aussi pas mal aujourd'hui de cabinets qui accompagnent et qui ont mis en place des logiciels qui vous facilitent un peu la solution. Vous allez avoir différentes rubriques comme un petit site web sur lequel vous allez ajouter les informations. Le stockage pourra être fait soit chez vous, soit directement sur leur cloud à eux. Mais voilà, l'intérêt c'est ça, c'est que vous puissiez toujours maintenir un registre. C'est-à-dire, il y a des données qui doivent être ajoutées dedans, mais mine de rien, ça ne contient pas une quantité de données énorme. Donc, vous pourrez utiliser plusieurs sources d'utilisation et notamment un fichier Word pourra largement suffire. Alors, je vous ai publié dans l'adresse mail qui vous renvoie qui va vous permettre de télécharger le fichier Excel, format ODS là, mais c'est Excel, hein, pour tenir un registre de traitement simplifié, ce qui, à mon avis, vous conviendra très bien. Oui, très bien. Alors, je reprends. Alors, il commence à être un petit peu tard, donc si ça vous va, on fait encore 2 petites minutes de questions et après, je libère tout le monde. Est-ce qu'une feuille d'émargement d'AG ou de CA d'une asso, liste nominative des participants avec éventuellement mail pour envoi du compte-rendu, est une donnée personnelle? Oui. Ouais. Ça constitue, voilà, les listes de présence constituent des traitements de données à caractère personnel, tout à fait. Parfait. Et est-ce que le fait d'être sur la plateforme AssoConnect ne nous protège pas? Ne sommes-nous pas OK sur nos obligations en étant sous AssoConnect? Alors attention avec ça, vous êtes responsable de ce que vous faites sur les outils. Je parle pas que pour AssoConnect, hein. C'est pas pour me protéger moi, mais vous êtes responsable de ce que vous faites. Donc l'outil lui-même va être... Typiquement, comme je le disais tout à l'heure, AssoConnect est quand vous faites appel à eux, est sous-traitant, c'est-à-dire que vous utilisez AssoConnect pour effectuer différents traitements, si on parle de données à caractère personnel, hein, mais pour utiliser les fonctionnalités d'AssoConnect. Donc, vous avez accepté les conditions d'AssoConnect, mais AssoConnect n'a aucune responsabilité à l'égard des données que vous avez saisir sur la plateforme. C'est vous et vous seul, le président de l'association, hein, qui est responsable.
Oui, ça en général d'ailleurs c'est dans les mentions légales de toutes les plateformes, hein. C'est un peu la même chose pour toutes. Je vous mets pour les personnes, parce que j'imagine qu'il y a des gens qui se posaient la question, je mets un petit lien où on parle un petit peu plus de la sécurité des données et de la gestion sur le RGPD chez AssoConnect. Voilà, pour celles et ceux que ça intéresse. Alors, je prends une dernière question et on va pouvoir, parce que la nuit tombe, c'est le signe quand même. Si, alors, peut-on utiliser son PC perso pour gérer une asso? Moi, j'ai été dirigeant d'association où ils n'avaient pas le moyen d'avoir un PC associatif fourni par l'association. Donc oui, il n'y a aucune difficulté. Et vous pouvez utiliser un seul fichier Excel qui comprend toutes les infos, adhésion, newsletter, type d'adhésion, il n'y a pas de difficulté, ça constitue. Le fichier Excel en lui-même ne va pas constituer une fiche de traitement, hein, inscrite au registre, mais dans ce fichier-là, si vous compilez l'ensemble des données, il n'y a pas de difficulté, vous pouvez très bien utiliser un seul fichier Excel. Très bien. Eh ben, merci beaucoup. Je suis désolé, il restait des questions, j'essaierai de répondre. Est-ce que je peux juste préciser quelque chose? Il y a eu une question qui m'avait interpellé un peu plus tôt, c'était par rapport au mail, quand ça disait que ça pouvait potentiellement être un éventuel adhérent. Alors effectivement, quand on parle de suppression de mail, il faut quand même avoir un esprit critique par rapport au mail. Quand on voit que le mail est simple, concis, juste des éléments, vous pouvez y répondre, il n'y a pas de souci. Par contre, si on voit qu'il y a un lien, alors que c'est quelqu'un qui souhaite justement être adhérent, faudra vraiment prendre des pincettes avec cela. Dès qu'il y a un lien ou toute autre information dans ce sens, n'hésitez pas à faire peut-être de montrer à quelqu'un d'autre le mail sans pour autant le transférer ou le transmettre, mais voilà, avoir toujours un esprit critique par rapport à ça en se disant quelque chose qui paraît louche est souvent louche, donc on supprime. Voilà. Merci beaucoup Belkacem. Merci Belkacem, merci aussi Charlotte pour l'organisation et merci Cyril. Merci à toutes et à tous. On a eu des super retours dans le chat, donc si ça a été utile, tant mieux. Super. Écoutez, merci à tous. Et puis, si jamais il y en a qui ont encore des questions, n'oubliez pas qu'il y a les rencontres d'1 heure avec un spécialiste qui sont là pour vous, que ce soit des questions oui, non. Honnêtement, ça peut commencer par là et après aller sur d'autres sujets, donc il faut surtout pas hésiter. Si jamais votre question n'a pas encore été répondue, vous aurez tous les liens par mail après ce webinaire. Carrément, je vais vous envoyer donc le PDF de présentation et à la fin, vous aurez tous ces liens-là que vous pourrez retrouver, donc n'hésitez pas à nous contacter. Et encore merci beaucoup et puis bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Merci à tous. Bonne soirée. À la prochaine, au revoir.